This is Hugo. Hugo is a riddle. Le rythme, rubato, souplesse, élégance, fluidité, flexibilité qui vole un œuf, vole un bœuf. Looking at him, you'd think he was simple-minded. But in fact, he is remarkably intelligent, a genius even in his area of expertise, the piano. He was born with a strange and mysterious handicap, autism. J'ai jamais embrassé une fille, docteur. Jamais. Vous trouvez ça normal? He likes to refer to himself as a Martian in a land of neurotypicals. Neurotypicals meaning the rest of us so-called normal human beings. Non, si je sais que vous écoutez, ça marchera pas, je pourrai pas jouer. A glass wall separating him from others. En anglais, ça se dit bleeding hearts. Ça veut dire les cœurs qui saignent. C'est interdit de suivre les gens comme ça. Oui, pardon, je suis très maladroit, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, Hugo? This is Hugo's story. Using actors of all ages, we trace the story of an autist, from birth to adulthood. Hugo is fictional, but every detail is true, inspired by the autistic people we met. Tu veux ma photo? Je connais un journaliste qui m'avait expliqué que tant que je restais immobile sans parler, je passais pour normal. Quand je bougeais un petit peu, on pouvait avoir quelques doutes, et quand j'ouvrais la bouche, c'était fini. Like Hugo as a child, Joseph Chovanec was considered retarded. He didn't say a word until he was 6. Now, 15 years later, he holds a doctorate in philosophy and speaks 7 languages. Valentin and Paul are autistic brothers who have an extraordinary gift for music. The elder son is a brilliant violinist and his younger brother a piano prodigy. Many parents fight day after day to help their children escape from the interior prison that holds them captive. It's the story of Raphael, Cyril, Alexis, or Anae and Nathan, siblings both born with autism. Dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Et moi, je suis vachement sensible, en fait. Et donc, du coup, je m'en prends à Nils. Je lui dis, arrête de te comporter bizarrement. Tu vois, tout le monde nous regarde. Moi, j'en ai marre. C'est pas de ma faute. Et donc, voilà. Je suis susceptible de ne pas plaire aux gens. Ils vont se demander pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai un défaut. Ils vont me trouver bizarre, ils me perçoivent mal, mais ça, je ne le vois pas. Moi, je me rends même pas compte qu'il y en a des gens qui nous regardent. Moi aussi. Où est-ce qu'ils nous regardent? Dans quel endroit? Où est-ce que t'as... Partout, même au collège. Ça m'est déjà arrivé à des filles de dire « De toute façon, tu veux pas de moi parce que je suis bizarre. » Des deuxièmes jours où « De toute façon, tu réponds pas à mes messages juste parce que je suis bizarre, qu'est-ce que j'ai de différent, voilà. » Dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas que je suis autiste, mais ils vont le prendre, et c'est l'horreur pour eux. Tous les neurotypiques pensent que l'autisme, c'est quelque chose de grave, de sérieux, et que ça mérite l'hôpital psychiatrique. Vous pouvez avoir un prix Nobel et ne pas savoir dire bonjour de manière socialement adaptée. Ce sont 2 facultés complètement distinctes. At 22, Hugo is an exceptional pianist, but he never leaves his room. Only his piano teacher, Mrs. Mint, and his mother, Elisa, have heard him play. Today, for the first time ever,
he is participating in an international piano competition. Calme-toi, mon canard. Mon canard. Tout va bien se passer. Bien, fais comme moi. Oui, ça va bien se passer. Oui, allez. Les doigts dans le nez. Voilà. Les doigts dans le nez. On croise les doigts dans le nez. Je suis navré, madame Mine, vraiment navré, mais je suis pas totalement sûr que ça va être possible, non. Pas sûr du tout, non, ça va pas être possible, n'est-ce pas? Le bateau, le rubato, tout le monde aime le rubato. J'adore le rubato. Souplesse, élégance, fluidité, flexibilité. Rubato. On dérobe une note sur la surface, le rythme. Rubato, souplesse, élégance, fluidité. Toi, le ciel te donne. Tiens, un peu de poisson de Ah, je suis toujours hyper anxieux et à l'heure actuelle, il serait absolument faux de dire que j'ai réussi à gommer mes angoisses. Alors j'ai une peur bleue et depuis toujours de l'échec. Je ne supporte pas avoir une mauvaise note, je ne supporte pas de rater quoi que ce soit. De rater un train, c'est une forme aussi d'échec, ça m'est déjà arrivé. De rater un concert. Monsieur Hugo Tilly, la sonate au clair de lune de Beethoven. Quand je joue en public, je suis toujours sous le contrôle, il faut rien que je rate. Et si je rate un truc, par exemple si je rate une note ou si un démanché au violon, enfin, on va dire si un déplacement de note n'est pas parfait, eh bien là ça va me miner pendant tout le reste du morceau et je ne vais plus penser qu'à ça. C'est qui le prof? Représentez-vous un petit lapin. C'est la fin des vacances, au milieu de l'autoroute. Et ça circule, et ça circule, et ça circule. Et on est tétanisé. On regarde le monde autour de nous. On est incapable d'agir. Et puis il y a les phares de la voiture qui avancent. Chez lui, tout est démesuré. Et toujours dans... Il amplifie tout. En fait, s'il est angoissé, c'est vraiment l'extrême. Quand il est angoissé, c'est vraiment... L'extrême. Voilà. Les gammes en dièse mineur s'enchaînent de quinte juste en quinte juste. La mineur, si mineur, U dièse mineur, Fa dièse mineur, Ré dièse mineur, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur. Est-ce que Hugo a cours avec Madame Mint à 17h30? Non, Madame, l'horaire a changé. Vérifiez le tableau d'affichage. Chaque nouvelle tonique est la dominante de la gamme précédente. Tout le monde vous le dira. C'est sur le tableau d'affichage. Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Forcément.
perd sa place. Bonjour, Madame Tilly. Bonjour, il est dans le... Oui, comme d'habitude. Bonjour, Hugo. J'ai vu le docteur Cage hier. Je lui dis que tu étais une vraie pipelette d'habitude. Il a toujours pas entendu le son de ta voix. Tu exagères quand même. Autism has many forms. Approximately 1/3 of autists are mentally retarded, and some will never speak. Hugo suffers from Asperger's syndrome or high-level autism. There are 600,000 autists in France today, 100,000 of whom are children. Elisa came to Paris from her native Spain to learn French when she was 18. Then she met Alan and never left. Hugo was Elisa's first child. No one listened to her concerns about this strange baby. Hugo looked past his parents. He screamed inconsolably for hours. At 3, Hugo still didn't talk or look people in the eye. The doctor found Elisa overly anxious. Einstein didn't speak until he was 4. Give him time. Les journées d'Anaé, c'était effectivement une collection de flapping. Donc le flapping, c'est le fait de faire comme les oiseaux, comme ça, avec les mains. Sa vie était rythmée par ce que nous appelions à cette époque-là des TOC, qui étaient au nombre de 27 pour une journée et qui généraient à chaque fois des crises si on ne cédait pas à ce qu'elle voulait. Jusqu'à il y a quelques années, j'avais l'habitude de faire comme ça avec mes mains. Bon, c'est un peu difficile à faire, mais je peux faire comme ça pendant des heures. Et quand la personne que j'avais en face de moi racontait quelque chose d'intéressant, j'accélérais le mouvement, quoi. Je ne me rendais pas compte que cela pouvait être gênant pour mon interlocuteur. Anaé, à cet âge-là, ne savait pas marcher, elle ne savait que courir. Donc elle courait toute la journée, donc elle ne savait pas aller simplement d'une pièce à une autre sans courir. Anaé ne s'intéressait qu'aux placards et aux tiroirs qui lui servaient à être ouverts, fermés ou vidés. Elle n'avait pas de jeu, elle ne communiquait pas avec nous, elle ne parlait pas. Il y a une stéréotypie de Nathan dont je me souviens qui est insupportable quand j'y repense, qui était de se coincer les doigts dans les portes. Il mettait volontairement ses doigts dans l'encadrement de la porte et avec l'autre main, il refermait la porte. Et il était capable de faire ça une quinzaine de fois dans la journée, peut-être 20 fois. Il avait les doigts tout bleus. On nous a expliqué plus tard une forme d'autostimulation en réponse au stimulus de la douleur. Il pouvait faire 200 ou 300 fois dans la journée le geste d'appuyer sur un interrupteur. Il se frappait la tête contre les barreaux de son lit. Il se frappait la tête par terre. C'était des coups de pied, des coups de poing, des griffures. Je me suis dit, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on va descendre? Et après, il y a eu la perte du regard. Au début, il me regardait dans les yeux, mais après, ça a disparu complètement. C'est-à-dire que, en fait, il y avait un enfant avec des yeux vitreux, et puis qu'on dirait que c'était qu'une enveloppe, qu'il n'y avait personne dedans.
At 6 years old, Hugo still hadn't said a word. Ça suffit ce cirque. Hugo, tu t'assois, sinon tu montes dans ta chambre. Hugo, on avait dit non. Nathan ne supportait pas qu'on le touche. En fait, c'était pas qu'il voulait pas être avec nous. C'était qu'on a compris, maintenant au fil du temps, que le contact physique lui posait un problème. Ça lui faisait mal. Quand c'est un bébé, on a envie de le prendre dans ses bras, de le couvrir de bisous. Et elle tendait les bras. Elle était comme ça et elle tendait les bras. Elle me repoussait pour pas être en contact charnel, en fait, avec moi. Il ne supporte pas qu'on le touche. Quand on devait prendre une douche, ne serait-ce que l'eau qui coulait sur lui, il disait que ça lui faisait mal. Le premier câlin qu'il m'a fait, c'était à l'âge de 3 ans. Je rentre dans la chambre et je pensais qu'il dormait et je lui fais un bisou et à ce moment-là, j'ai senti ses bras qui m'ont pris autour du cou et il m'a dit câlin maman et il m'a serré. J'ai l'impression que ça m'a paru une éternité parce que j'attendais ça. Je sais même pas si je l'attendais en fait. Depuis 3 ans, j'avais rien eu et je suis sortie de la chambre en pleurs et j'ai dit ça y est, mon fils m'a embrassée. Raphaël m'a fait un câlin pour la première fois. Très souvent, on entend le débile ou qu'est-ce qu'il a celui-là, ou des regards, des retraits comme ça, comme si forcément la personne qui est en face allait être violente ou allait faire je sais pas quoi, alors que franchement c'est un agneau. Mais bon, je comprends, les gens le savent pas. Quelqu'un sur une chaise roulante, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il n'y a pas de jugement. On ne juge pas les gens qui sont en chaise roulante. Les gens, quand ils connaissent pas Niels, ils ont l'impression que... Enfin, en fait, c'est un enfant de 2 ans dans un corps de 15 ans. Et ça m'énerve. Enfin, ça me va aussi. Si je remarque un jour un gars qui me traite de 2 ans et demi, alors ça, moi, je vais pas tolérer ça, moi. De toute façon, tu croiseras toujours des idiots. Ouais. Il arrive assez régulièrement que la caissière dans le supermarché se comporte de manière anormalement gentille avec moi. Et par exemple me disent « Tenez, j'ai mis tous vos articles dans le sachet, vous le prenez comme ça et vous pouvez rentrer chez vous. » Alors disent la même chose avec les pièces de monnaie qu'elle me rend. Ou alors certaines personnes qui commencent à parler beaucoup plus lentement quand ils ont affaire à moi. C'est très intéressant à observer. Je leur explique que bon, leur frère il est comme il est et que c'est les gens, s'ils le regardent, c'est pas grave, on s'en moque quoi. Il y a des actes commis par des gens normaux qui sont 100 fois plus graves que ce que je peux faire. Je sais pas, mais c'est comme s'ils étaient supérieurs à nous. Enfin, que eux, ils étaient parfaits et pas nous. On se dit, bon, c'est pas grave, ils vont regarder, ça passe. Non, ça fait souffrir. How do we explain Hugo's odd behaviour? The key for scientists today is in genetics, as for cystic fibrosis or haemophilia. Researchers have discovered that different genes are involved in autism, but genetics can't explain everything. One theory favoured by scientists today combines a genetic malformation with a specific environment during pregnancy. A fetus's brain is exposed to all kinds of substances in the mother's body, not only food and medicine, but also metals, chemicals, and germs. In France, 1 child in 150 is born with autism. Americans estimate that this figure is actually 1 in 100. Tu te tires, on divorce. C'est simple pour toi. Mais nous, on devient quoi? Arrête. Hugo, regarde-moi. J'ai fait une dépression, mais je m'en suis rendu compte longtemps après, une fois que je m'en suis un petit peu sortie, quoi. C'est vrai que c'est très difficile quand même à vivre comme situation, de ne pas pouvoir être en relation avec son enfant petit. On se sent vraiment jugée et déficiente, quoi,
dans son rôle de maman. Vous êtes le 3e psychiatre qu'on voit et on n'a aucun diagnostic. Il voit une psychologue 2 fois par semaine. Personne n'a prononcé le moindre diagnostic ni le mot autisme. Ça, je l'ai entendu pour la première fois dans un forum quand j'ai tapé « Mon fils crie toute la journée ». Il me disait aussi que Rodrigue parlerait jamais, parce que, et ça je me le suis pris en pleine figure, parce que je lui donnais pas envie de parler. Anaë est une petite fille qui a été conçue par fécondation in vitro. C'était une petite fille qu'on avait trop désirée et qu'on en avait fait l'enfant roi. Et donc c'était pour ça qu'elle ne nous obéissait pas et qu'elle ne cherchait pas à communiquer avec nous. Oui, mais madame, ces problèmes sont liés à votre histoire. Vous avez été déracinée de votre pays, c'est normal. Remettez-vous, voilà, il n'y a rien d'autre. Il sort son zizi en pleine séance, donc je lui dis, comme je lui ai dit d'habitude, écoute, tu ranges ton zizi dans la couche. C'est ni lieu ni moment. Le soignant m'a sauté sur cette occasion pour me dire attendez, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Vous en êtes où avec la masturbation? Qu'est-ce que vous en pensez chez l'enfant? Est-ce que ça vous gêne? Pas un moment, elle a émis un diagnostic. C'était nous, les parents indignes. On n'était pas normaux, quoi. Il y avait quelque chose qui faisait que Raphaël avait dévié de son parcours à cause de nous. C'était un enfant qui avait besoin qu'on lui serre la vis. C'était une question de limite qu'on ne lui donnait pas. Voilà. Donc on a été vraiment montré du doigt d'une manière très violente. Et nous, on l'a ressenti vraiment comme une maltraitance. Ça fait 10 ans et je ne suis pas encore remise de ça. Et en plus, je sais que ce pédopsychiatre, elle est encore en activité et qu'elle continue sur cette lancée. Donc ça me met encore aujourd'hui très en colère. Je pense qu'il a un retard mental sévère. Le langage, il ne faut pas que vous ayez trop d'espoir. À mon avis, il va rester non-verbal. Parfois, quand on arrive chez un psychiatre et qu'on lui évoque le syndrome d'Asperger, il répond « mais c'est un truc américain » ou des remarques de ce type qui quand même donnent à réfléchir ou à pleurer, comme on veut. Et c'est assez inquiétant. Et quand on compare cette situation avec celle qui prévaut dans d'autres pays où tout le monde connaît le syndrome d'Asperger, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, où vous arrivez chez votre boucher, votre boulanger, et vous dites « je suis Aspi », tout le monde sait de quoi il s'agit. Until the 40s, autists were considered deeply retarded. They were shut away in psychiatric hospitals and often mistreated. In 1943, American psychiatrist Leo Kanner discovered these odd children seemingly cut off from the world. He made an extraordinary discovery. These children were intelligent. Some had a surprising vocabulary, others were gifted at maths. All of them had an amazing memory. Fascinated, he called them autists and recorded their activity and repetitive gestures. He wrote, "They have an anxious and obsessive desire to ensure a state of permanence." Leo Kanner's conclusion was bold. These children, he affirmed, were born with an innate biological inability to develop emotional ties. The idea of a biological cause for autism was present early on. A year later, in 1944, Austrian psychiatrist Hans Asperger also focused on these reclusive geniuses. He proved their superior intellect and strove to re-educate these children, called Asperger's autists. 20 years later, another man brought autism to the forefront, arousing great interest and emotion, American psychiatrist Bruno Bettelheim, when he published his work on childhood autism in 1967, called The Empty Fortress. He didn't know it would be read worldwide, particularly in France. He presented his theories to his patients, explaining that autist children behave like prisoners in concentration camps, and going so far as to compare mothers of autistic children to Nazi torturers. In doing so, Bettelheim was relating his own traumatic experience as a concentration camp victim. He affirmed, like the deported victims, these children suffered from the cruelty of cold, loveless, refrigerator mothers,
They have no choice but to withdraw from reality, taking refuge within themselves. But he wasn't just a theorist. He set a goal: to cure these children by separating them from their parents. He became director of the Chicago Orthogenic School. Makes sense, doesn't it? He took in generations of autistic children without ever curing them of this strange disease. Hi there, hi boy, how are you, school boy? He never acknowledged this failure. However, in 1985, several years before his death, he, along with the rest of the international psychiatric community, would hear of a major scientific breakthrough. 2 US researchers, Drs. Margaret Baumann and Thomas Kemper, autopsied the brain of a young autistic male who died at 29. Their study showed for the first time ever that the autistic brain presented abnormalities not found in a normal brain. They also proved that some abnormalities only appeared before birth. People don't become autistic, they are born that way. Baumann and Kemper's work sparked discoveries proving the biological origins of autism. Finally, a glimmer of hope for the parents of autists mistreated by psychiatrists. Un soir, je me suis dit, faut que cet enfant parle parce qu'il a assez de voix pour crier, donc il va falloir qu'il parle. Allez, Hugo, chocolat. Et je me souviens qu'il voulait un gâteau, donc j'ai pris la chose où j'étais sûre qu'il avait absolument envie. Je lui ai dit, si tu veux le gâteau, il va falloir que tu me dises merci. Non! Chocolat! Chocolat! Allez, Hugo, je sais que tu peux y arriver! Chocolat! J'ai pas cédé, il a fini par aller dormir sans son gâteau. Donc j'ai énormément culpabilisé ce soir-là. Et le lendemain, je me suis dit, quitte à te tromper, je vais me tromper jusqu'au bout. Je continue et je lui ai dit, si tu le veux, il va falloir que tu me le demandes. Et à ce moment, il me l'a pris, il m'a dit, merci. Là. C'est ça, mon amour. Le chocolat. Why did Hugo evolve differently from other children? Because his brain development didn't follow the same path. What is a brain exactly? Quite simply, the most incredible electrical circuit in the world, comprised of 100 billion neurons and several billion electrical connections. Through the miracle of modern science, we can now see the trail of a thought or an emotion. It isn't intangible, but rather an electrical signal in the brain. At 3, children have twice as many synapses as adults do. Before this age, the brain is a sponge. It records all the words and learns to speak. The immature brain is like a jungle. To continue to develop normally, the child organizes it. Between the ages of 3 and 6, billions of non-vital neurons and synapses are eliminated. This is neuronal selection. The child learns to be a social being that communicates and adapts to society. The child eliminates non-stimulated neurons. For example, all babies are born with perfect pitch and lose it. Like all autistic children, Hugo's neuronal selection was not carried out normally. He kept too many neurons and synapses, which is why learning is so difficult for him. Le jour où je l'ai mis à l'école, là, ça m'a sauté aux yeux, sa différence. Il s'est mis dans un coin de la classe, avec les mains sur les oreilles. Et tous les jours, ça s'est répété. C'est-à-dire que dès qu'il arrivait dans la classe, il se mettait au même endroit que la veille, les oreilles bouchées. Et si on l'approchait, il criait. Il ne supportait pas qu'on s'assoie trop près de lui, qu'on le touche. En fait, on me refusait à tous les jeux. Et je ne jouais jamais avec les autres dans la cour. Je n'ai pas le souvenir, une seule fois à l'école primaire, d'avoir fait un jeu en collectif, un cours de récréation. Donc j'étais vraiment très isolé socialement. Et j'étais considéré comme l'enfant bizarre de la classe. En garde, capitaine Crochet, je te ferai rentrer ces mots dans la gorge. Les enfants perdus, appelez la fée Clochette. Parfait, parfait, parfait. Ouais, ça c'est vrai. De la soif, il me faut de la soif. Tu reprends des phrases que tu as entendues dans les DVD ou des scènes que tu as entendues. C'est dans mon cerveau? Bah oui, c'est dans ton cerveau. Vous faites un jour l'effort d'entrer en contact avec votre camarade de classe. Donc le matin, au moment où il arrive, vous lui dites « Bonjour monsieur ».
Sauf que c'est raté parce qu'il n'a que 7 ans, par exemple, et les enfants de 7 ans ne se disent pas bonjour madame, bonjour monsieur. J'avais une manière de m'exprimer comme au temps de Louis XIV. Donc, en lançant des très chers, mon cher. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche quand on a 10 ans, quoi. Le groupe humain se constitue, c'est triste à dire, mais je crois que c'est comme ça, par l'exclusion d'une ou de plusieurs personnes. Et en l'occurrence, c'était moi. Et il devait me prendre quelque part plus pour un animal que pour un être humain. J'essayais de trouver des coins dans la cour, des petits coins derrière les toilettes ou derrière un arbre ou dans un coin de pilier, de me mettre en boule et puis de me tasser là et de ne pas me faire remarquer pour ne plus subir toutes ces méchancetés qui étaient sans fin, sans fin. Malgré le fait qu'il soit très bon élève, il passe malgré tout pour un imbécile, oui. Effectivement. Je passe souvent pour un imbécile alors qu'en vrai je suis intelligent. Et je regrette très fort. Quand j'en ai eu assez, j'ai pris une règle graduée de 50 cm et j'ai tapé. J'ai tapé tout le monde avec. On arrête de me taper, moi. J'ai trouvé que la règle graduée, c'était assez élégant, c'était un peu comme une épée. Tu prends ton crayon et tu écris fleurs. Regarde là, au tableau. À l'école primaire, ça s'est très très mal passé. Elle comprenait pas ce garçon qui avait tout bon, toujours très bien en français ou en maths, toujours 10 sur 10 très bien. Il terminait aussitôt, il se levait. Bon, au départ, on pensait qu'il s'ennuyait parce que c'est un petit surdoué, voilà. Mais après, ça dégénérait quand même. Il perturbait les autres, il allait tirer les cheveux. Hein, Najib quelques filles, parce qu'elles avaient des beaux cheveux, c'était sa manière de communiquer avec les autres. Et ça a posé un vrai problème. Il lui arrivait de corriger la maîtresse. Si elle oubliait une photo tableau, de dire tout. Bon, voilà, vous avez oublié un S, ça s'écrit pas comme ça. Enfin bon. Et à côté de ça, il passait pour un enfant attardé dans son comportement totalement immature pour son âge. Apparemment, j'aurais mis la main aux fesses de maîtresse. À la fin de mon année de grande section, tout le monde, à commencer par ma maîtresse, voulait que je redouble parce que je n'avais pas du tout les compétences requises pour passer en CP. Et le problème, c'est que quand j'y réfléchis, c'est que si on avait attendu que j'acquière les compétences pour passer au CP, je serais peut-être encore en grande section, ce qui serait un peu embêtant. L'Éducation nationale nous a dit qu'il fallait faire passer un test de QI et qu'en fonction de ça, on verrait. Le QI étant normal, très au-dessus de la normale, donc il est passé en CP. Il aurait eu besoin à ce moment-là d'un AVS, des choses qui n'existaient pas à ce moment-là, faire plutôt à son rythme et quelqu'un qui l'aide. Donc il y a eu une commission en fin de CP et le résultat de la commission a été de dire qu'il devait quitter l'école et c'était du coup la médecine qui allait s'occuper de lui. L'orientation a été hôpital de jour. Alors on nous a dit hôpital de jour. C'est ce qu'on disait à ce moment-là aux parents. Je pense qu'on le dit encore maintenant. Il faut dire hôpital de jour psychiatrique. C'était quelque chose de tout à fait temporaire. Dans 3 mois, il allait là-bas progresser et après revenir à l'école sans souci. Chose qui était complètement fausse. Parce qu'il n'est jamais retourné à l'école. Jamais. Bonjour Hugo. Elle est belle ta voiture. Tu viens avec moi? Vous venez le récupérer à 17h? On va aller jouer avec les autres enfants. À ce soir, mi amor. Je viens te chercher ce soir. Il est resté jusqu'à l'âge de 18 ans en hôpital psychiatrique pour enfants, ensuite hôpital psychiatrique pour adolescents et ensuite EM-Pro, externat médico-professionnel. C'était très très difficile le premier jour parce que
On réalise pas forcément ce qu'a son enfant, mais le fait de rentrer dans l'hôpital de jour et voir d'autres enfants atteints du même handicap qu'Alexis, on se dit, mon enfant, et c'est pas vrai, il n'est pas comme ça. Najib a passé 7 ans à l'hôpital de jour, mais vraiment... 8 ans, à peu près. À 4 ans, t'es allé à 4 ans. Personnellement, je culpabilisais tout le temps de l'emmener là-bas. Je voyais que c'était pas une structure adaptée pour lui. Il était avec des enfants lourdement handicapés. Je ne voyais pas ce qu'il faisait là-bas. Et il revenait avec des nouveaux tics, des cris, des angoisses. Il cassait. En fait, c'était Peter Pan. Un jour, il lui a découpé la main pour ensuite le donner au crocodile. Il est fort, Peter Pan. Il y avait un garçon qui s'amusait à taper contre la poitrine avec son poing. Il y a un certain garçon qui employait des mots vulgaires. C'est là que mon comportement s'est significativement dégradé. Il y avait des enfants qui étaient épileptiques, qui faisaient des crises d'épilepsie tous les jours. Violents, enfin, il a vu ça. Nous, même si on voit quelqu'un dans la rue qui fait une crise d'épilepsie, on n'est pas bien. Lui, ça a été son quotidien. D'environ l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, donc j'étais à l'hôpital psychiatrique. J'étais une petite fille douée, plutôt intelligente, et je me demandais ce que je faisais dans ce milieu. Parce que j'avais pas l'impression d'être malade ou quoi que ce soit. Et pourtant, pendant 4 ans, je ne suis pas allé à l'école. C'est comme si on m'avait enlevé une partie de mon enfance. Ils attendent en fait que l'enfant propose. Si l'enfant avait décidé de jouer, je sais pas, à la voiture par exemple, bah, il va jouer à la voiture. Donc en fait, c'était plus une récréation qu'une thérapie pour moi. On n'allait pas l'embêter avec du scolaire. Il fallait déjà qu'il s'adapte à être dans ce nouveau milieu qui était bruyant et effrayant pour lui. Libert qui avait un QI au-dessus de la moyenne, on ne s'est pas occupé de lui au point de vue éducation. On allait régulièrement voir le psychiatre responsable. On nous a dit mais non, c'est sûr qu'il n'a pas progressé, soyez contents, il n'a pas régressé. Et c'est là qu'on a compris qu'il allait certainement y rester très longtemps. Un jour, une psychiatre est venue à l'hôpital de jour et elle a dit « Je ne comprends pas ce que votre enfant fait encore ici. Je le vois résoudre au tableau des problèmes de mathématiques de 3e. Il avait 11 ans. Je suis quand même un peu fière de moi parce que j'ai pris le taureau par les cornes et avec ma petite timidité et tout, j'ai essayé de taper aux portes, de me renseigner, de lire. Lâche-moi! Aïe, lâche-moi! Non, c'est fini tout ça. On est en retard, tu viens, c'est tout. Il a réussi son brevet, il a aussi son baccalauréat haut la main avec 20 en maths. Je suis engagé dans des études d'expertise comptable. Si tout va bien, je pourrais peut-être continuer jusqu'au niveau master. On est fiers, on lui dit. On lui dit tout le temps. Oui, c'est vrai. Il se bat aussi, il se bat. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tapé sur Internet Asperger. Et là, j'ai vu autiste. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Personne n'a vu ça auparavant. Il a 25 ans, il est suivi depuis l'âge de 2 ans. J'ai eu une grande colère. Qu'on n'ait pas pu l'aider plus tôt. Oui, je suis encore en colère. Oui. Oui, il y a de quoi. Parce que si Libert avait été diagnostiqué très tôt, il aurait été scolarisé, il aurait une autre vie, il n'aurait pas passé sa vie en hôpital psychiatrique. In France, unlike many countries around the world, the science of psychiatry is dominated by the psychoanalytical school. Most French psychiatrists are of the Freudian school, which posits that autism is a psychological disorder related to childhood trauma. In the 1970s, psychologist Fernand Deligny was convinced he'd found a cure for autism. He took autistic children to live a simple life, close to nature, in the Cevennes. Separated from toxic parents, the child himself would choose to open up. Alas, all the children shown here gained nothing from this lifestyle. Most never spoke. Their intelligence remained hidden. Without language, they could only express anger and aggressiveness and take neuroleptics to calm down. As adults, they were shut up in psych wards where they remain today.
Meanwhile, in the US, parents and forward-thinking psychiatrists continue to fight for a cure. In the 1960s, psychologist Eric Schopler was shocked by Bettelheim's disdain for the parents of autists. A true visionary, he was convinced the key to the riddle of autism was biological and that parents had been wrongly accused. In 1966, at Chapel Hill University, Schopler's team developed a behavioral re-education program that would become world famous. The TEACH program. Peter. What's your name, Peter? Instead of separating parents from their autistic children, Schopler involved them as much as possible in the educational process. It was a revolution and new hope. Gradually, autistic children started speaking. Who's that? Who's that? All right. Meanwhile, US psychiatrist Ivor Lovaas also innovated the ABA method based on rewards and punishment. The results were amazing. Ricky. Good. What's your name? Ricky. The ABA method went global and is now used extensively in re-education of autistic children in many countries. Where do they go? Hey, look at me. Where do they go? Go swimming in the lake. That's right. What do they do underneath the lake? Hey. Skin divers. That's right. Oh, you do. Lisa met Ivor Lovaas in the 1980s. At 3 years of age, she neither spoke nor played, but tirelessly put various objects in a row. She threw temper tantrums. Her parents were unable to get her to sit down. Now, Lisa. In this rare footage, we see Lovaas trying to communicate with Lisa. Sit. Good girl. After many days of hard work, he finally managed to get her to sit down. This seemingly small feat was in fact a huge step. Good sitting. Oh, that's good sitting. Yeah. Lisa opened a door, and Ivor Lovaas rushed in. Good. Good. That's good, Lisa. Oh, how nice. Oh, good looking. How good looking. Lisa began to speak, saying her first words, and started to open up to the world. Dans notre malheur, on a eu une chance extraordinaire, c'est de rencontrer l'une des plus grandes spécialistes de l'ABA en France, alors que nos enfants étaient très jeunes. Elle s'est très vite rendue compte que les enfants ne savaient pas imiter. Et elle nous a expliqué que la première chose à faire pour apprendre à apprendre, c'était de savoir imiter. Et ce qui a été absolument fabuleux, c'est qu'en l'espace de 2 semaines, on a vu les premiers résultats. Ensuite, Nice ne parlait pas. Et comme il ne parlait pas du tout, et que nous avions entendu parler de cette méthode PECS, donc un moyen alternatif de communiquer avec des images, cette méthode était disponible aux États-Unis. On l'a commandée et ça a fonctionné de manière formidable. Très rapidement, voilà, il s'est mis à parler. Il y a eu un énorme travail de fait avec Baptiste, par exemple, sur le regard. Baptiste ne pouvait pas soutenir le regard d'une personne. On gérait en fait l'emploi du temps d'Alexis avec des pictogrammes. Donc on s'est mis à photographier un peu tout dans la maison pour différencier les moments de la journée d'Alexis. Il savait ce qu'il avait à faire et je n'avais plus de crise pour aller n'importe où. J'explique l'ABA en disant que c'est la kiné du cerveau. C'est-à-dire que on va entraîner le cerveau comme un muscle en lui faisant, en le stimulant en permanence. Le psychiatre qui le suivait m'avait dit bon, l'école ça sert à rien, il parlera jamais, les compétences scolaires, lire et écrire, franchement non. À la fin du CP, Rodrigue savait non seulement il parlait, donc il parlait même pas mal. Et puis en plus, il a appris à lire et à écrire avant la fin de l'année de son CP. À l'issue d'une consultation, on m'avait dit il faut vous attendre à ce qu'il ne fasse pas grand-chose sur le plan moteur. Il ne fera jamais de vélo, par exemple.
Et ça m'avait profondément marqué. Je me disais, il ne ferait pas de vélo, non, je ne vais pas m'arrêter à cela. Et Nice a fait du vélo à 3 ans, ce qui est largement une performance si je compare aux autres. Il écrit. Il ne faut pas oublier qu'il ne savait pas prendre le moindre objet. Hein. Il est en CP, il a toujours une AVS, hein, naturellement. Il parle très bien. J'ai 7 ans au CP. Il a appris à lire tout seul. Je voudrais faire cardiologue parce que ça sauve la vie des gens et on met des pacemakers. Ça peut être bien parce que maman et ma tata, elles ont des soucis de cœur toutes les deux. Aujourd'hui, véritablement, on ne peut plus la distinguer d'une petite fille ordinaire. Il y a trop de bruit, les enfants, il y a trop de bruit. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Je sais pas, j'y arrive pas, ça marche pas. Mais bien sûr que si, tu vas y arriver. Regarde-moi. Tu l'as fait hier. Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Hein? Bon, les enfants, vous allez terminer la première ou la deuxième pour ceux qui sont déjà en avance. Après, on fait la troisième qui est au tableau. D'accord? Maintenant, je veux plus rien entendre. On travaille dans le... silence. Exactement. Bon, Hugo, regarde. Prends ton crayon, on va la faire ensemble. Alors, très bien, tu l'as bien écrite. 85 que divise 5. En 8, combien de fois 5? Against doctor's orders, Elisa took Hugo out of the hospital and fought the education ministry to get him back into school. Et maintenant, regarde. The teacher who accepted Hugo in her class is doing brain gym without realizing it. C'est la retenue. How did Hugo manage to make up his missed lessons? Thanks to an amazing property called cerebral plasticity. We constantly modify our neural networks based on what we live and learn. The brain is like a road network that can be made and unmade endlessly. Learning to play the piano changes the architecture of our brain. Pianists create new neural links they didn't have before and that non-musicians don't have. Ça a été écrit par Mozart, mon canard. One day, Hugo's life changed. When he first met Mrs. Mint, he had never before even touched a piano. Et regarde, ça c'est la première note, Do. Do, 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 Do. Allez, à toi. Tu me joues des Do? Depuis l'âge de 4 ans. Je suis en 5e année de solfège au conservatoire de Nancy. Quand j'entends une musique, je la reproduis au piano. Des fois, pas tout le temps. Il s'installe au piano, il pose les mains et le morceau il vient comme ça tout de suite. Avec les accords à la main gauche, directement, et la mélodie à la main droite, exactement dans la même tonalité. Pour lui, c'est comme un langage inné, c'est presque naturel. J'ai commencé la musique quand j'étais tout petit, à 4 ans. Donc j'ai commencé le violon. La prof que j'avais là-bas
On a trouvé que je progressais bien, parce que j'ai eu l'oreille absolue depuis toujours. Au bout de 4 ans, de 4 années de pratique instrumentale avec ce professeur, elle m'a dit, moi, là, il a dépassé le niveau technique que je peux lui enseigner. Je ne peux plus rien faire. Il n'y avait pas 36 solutions, il a fallu déménager. La prof de piano, elle a tout de suite été très étonnée parce qu'elle a pensé, qu'elle nous a dit, il a certainement l'oreille absolue. Elle a souvent les larmes aux yeux parce qu'il a entendu le morceau une semaine avant et il l'a pas joué entre-temps et il le rejoue parfaitement. Oui, je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu de la musique, il y a beaucoup de personnes Asperger qui ne sont pas diagnostiquées. Many geniuses are high-level autists with backgrounds like Hugo's. Even now, about 100 people across the globe have almost supernatural ability. More than half are autists. Daniel Tammet, an Englishman with Asperger's, can perfectly recite 22,514 decimal digits of the number pi. He uses what we call synesthesia. He sees the numbers in colour and roams among the coloured digits. Le spectre autistique est lié à un excès de connexion dans le cerveau. Ce que dit Daniel Tammet d'ailleurs, on a souvent, et moi en tout cas j'ai une manière de penser extrêmement associative, qui fonctionne par des liens, des enchâssements d'images, où du coup c'est pas du tout une pensée qui va s'agencer logiquement ou selon une logique standard. Ça va être une pensée qui va se faire par un réseau de 1000 façons à la fois. Alors, à chaque fois, c'est quelque chose de logique, mais c'est une logique qui prolifère un peu. Ça va être une pensée où tout se connecte à tout. Très intuitive, vraiment une pensée paysage multiple. Comme j'avais tendance à me couper du monde extérieur dans mon monde intérieur, j'avais une énorme place pour mémoriser beaucoup de choses. J'ai su lire très tôt, par exemple. Je lisais même le dictionnaire. J'avais retenu une bonne partie des définitions et je pouvais donner la définition de mots très compliqués. C'était un peu comme si j'étais branchée sur le savoir universel. Il y a même une assistante sociale qui l'a reproché à ma mère une fois. Elle a dit « Votre fille est trop culturée, vous la forcez à ingurgiter des informations, vous allez lui faire mal. » On en rit encore. Et cette même maîtresse qui avait dit à ma mère qu'il fallait me mettre en institution parce que je savais écrire Égypte et Mozart sans aucune faute, à l'âge de 3 ans à peu près, et compter, ainsi que compter de 1 à 150 à l'endroit et à l'envers. Il apprenait en fait d'autres langues, le chinois, des choses comme ça. Il avait tout inscrit dans un petit carnet qu'il avait, il était très content. Alors ça passait du chinois, du suédois, du russe, enfin on avait eu droit à cette époque-là à beaucoup de choses. Growing up, Hugo had an imaginary friend, the Canadian piano virtuoso, Glenn Gould, who was also an eccentric. Today, we suspect he was an Asperger's autist. He died in 1982. Hugo venerates Gould and often has long talks with him. Tout le monde est ensemble et moi, je suis seule. Je n'ai rien à faire, j'ai personne avec qui être. Mes parents me disent « Oui, pourquoi tu n'essaies pas d'aller t'intégrer avec les autres jeunes de ton âge ?» Mais maman, c'est vraiment dur d'aller m'intégrer aux autres. Ils sont déjà super ensemble et ils vont me juger. Si je m'approche d'eux, telle est la nature humaine, ils vont chercher à me juger. J'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai 2. J'en ai deux ou 3. Mais sinon, j'en ai pas. Donc, des fois, j'essaie de me faire des amis, sauf qu'après, ils veulent pas jouer de moi. Ils se trouvent une excuse. Tu veux ma photo? Casse-toi, Gogol, tu sers à rien.
Je comprends pas pourquoi les gens me repoussent dès la première fois. Alors que j'ai rien dit, Enfin si, j'ai dit bonjour. Je pense que c'est moi la gêne parce que c'est moi qui suis née avec une tare et pas les autres. Donc c'est comme si c'était de ma faute. Nils a du mal à se faire des amis parce que, en fait, à notre âge, pour être accepté, il faut être insolent, déjà être habillé en marque, faut pas avoir de bonnes notes, faut pas être un tout petit peu différent. Ce serait comme une honte, en fait, de rester avec quelqu'un, comme ils appellent ça, avec un triso, quoi. Donc du coup, il reste dans son coin. Dans la maternelle, on va dire jusqu'à une trentaine d'années, je me suis battu pour chercher à ressembler aux autres. Et finalement, j'ai compris qu'en fait, je me battais quand même contre des moulins et qu'il y a certaines choses, je ne pourrais pas les modifier. À l'adolescence, les phrases se raccourcissent, on met de plus en plus d'importance sur la tonalité, la mélodie du langage, les réponses deviennent de plus en plus des oui, etc. Et les autres visuels comprennent ce langage, alors que pour moi c'est un langage particulièrement difficile. Dans un film qui s'appelle La ligne rouge, l'acteur principal c'est Sean Penn et à un moment un autre acteur lui pose la question « Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul des fois ?» Et lui il répond « Seulement avec les gens ». Et voilà, pour moi c'est pareil. Il paraît que tu joues super bien du piano. Je te trouve trop mignon. Les élèves, à cet âge-là, ont une imagination incroyable pour inventer des tortures, même des passages à l'acte, des tortures physiques et des humiliations physiques insupportables, des choses dont on n'a pas envie de se rappeler tellement c'est cruel et pervers même, parce qu'à cet âge-là, il y a l'émergence de la sexualité. Les méchancetés devenaient plus intimes, plus blessantes, plus brisantes, plus destructrices. J'ai subi toutes sortes de moqueries et d'insultes, de tout genre et pratiquement tout le temps. C'était en permanence, c'était dans mon quotidien et c'était presque normal. Au fil du temps, je m'habituais. Et plus j'ai grandi, plus ça m'a fait mal parce que j'ai pris conscience de pourquoi on m'insultait et pourquoi on me considérait différent des autres. Ça fait mal au cœur quand lui nous raconte que, on le traite comme un animal. Des fois, on le pousse, on le tape. Menace de cassage de gueule. Non tagué sur le mur avec le mot pute écrit derrière. Un acharnement que je n'ai pas compris parce que je ne cherchais à faire de mal à personne, juste à vivre ma petite vie dans mon coin avec mes bouquins, mes crayons. Je me suis fait souvent ou régulièrement tabasser, j'allais dire quasi systématiquement maternelle primaire, moins fréquemment au collège, mais au collège les tabassages sont moins fréquents mais plus conséquents. Quand je sortais dans le village, il y avait des adolescents, mais aussi des adultes qui me regardaient, qui ne voulaient pas me voir en short. Alors ces gens m'humiliaient parce qu'ils pensaient que non seulement j'étais étrangère, que je n'étais pas du village, mais aussi parce que j'avais un handicap pour eux. D'ailleurs, je me suis déjà fait traiter d'handicapé, parce que je marchais bizarrement. C'est comme si il y avait un monstre qui savait pas se défendre. Que je juge ces gens-là comme des gens bornés, des gens méchants, qui m'ont fait traverser une période très, très difficile et très sombre. Why does Hugo find it so hard to fit in with his peers? Is there any scientific explanation for his awkwardness, pathological shyness and quirks? In the early 90s, Italian scientists made an amazing discovery. Seeing others laugh or cry activates the same part of the brain activated when we laugh or cry ourselves. This is the incredible mirror neurons effect.
It does not happen via thought, but automatically, as if the two brains were directly joined. In Hugo, as in all autists, mirror neurons are much less active. Hugo has trouble reading faces and the emotions they may express. This major part of communication escapes him. Maintenant, j'essaie de faire plus d'efforts pour lire les expressions du visage d'une autre personne. Bon, même si je ne suis pas toutes les expressions, bien sûr, parce que je pense qu'il y en a des milliers. Enfin, je ne saurais pas dire le nombre. Puis nous, les Asperger, on ne sait pas si les gens sont gentils ou pas. Moi, je fais confiance aux gens. Je ne vais pas voir si la personne est sincère quand elle me parle. That's why learning social codes is so hard. Unlike most of us, Hugo is not instinctively linked to other humans. We could call it social blindness. Il y a par exemple une règle sociale qui définit de manière assez précise à quelle distance vous vous mettez de votre interlocuteur. Et comment est-ce que vous voulez calculer au centimètre près cette distance-là? C'est très compliqué, c'est un vrai casse-tête pour les personnes avec autisme. Dans un repas, quand des gens parlent et que j'ai rien à dire, si je m'embête, je pars. Je calcule pas, je m'en vais. Comme ça, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Sauf que ça l'est pas parce que les gens... après, je remarque que les gens me regardent de travers, disent mais ça se fait pas de faire ça. Bon, parfois c'est vrai que je veux dire assez souvent, je dis j'espère que je m'éloigne pas trop dans la conversation, j'espère que je ne vous fatigue pas, excusez-moi, je dis souvent merci aussi. Plus que la moyenne. Je pense qu'en étant super poli, bon, je vais être plus accepté. Bon, peut-être que parfois ça peut embêter la personne aussi. Hein. En fait, je dis oui à tout, en fait. Enfin, pour aider. Et je vois pas que c'est moi qui ai besoin d'aide. Arrête! Quoi? Ça. Et puis les balancements. Et parler tout seul. Tu le fais dans ta chambre si tu veux pour te détendre. Mais au collège, tu contrôles. Tu le fais plus. Plus du tout. J'avais demandé justement à ce qu'il y ait, si c'était possible, une rencontre au lycée pour que les élèves de la classe, ceux qui étaient volontaires, lui disent ce qu'il fait dans son comportement qu'on ne vienne pas vers lui. Qu'est-ce qu'il doit corriger dans son comportement qui paraît bizarre au vu des autres, quoi. Et l'année dernière, une jeune fille lui avait dit faut que tu arrêtes de te tirer les peaux de la lèvre, faut que tu arrêtes de parler tout seul. Ouais. Peut-être que comment on il y a certaines choses que je prends très mal et peut-être que qu'avec du recul, je réfléchirai dessus, mais ouais, quoi, c'est un truc à tenter, quoi. J'ai eu une orthophoniste dès l'âge de 13 ans et qui m'a appris beaucoup de choses comme l'art de la conversation, comment répondre au téléphone et la tactique pour intégrer un groupe d'amis, si on peut dire. L'orthophoniste ne peut pas t'apprendre à avoir confiance en toi. Il ne peut pas t'apprendre à croire que tu es toi-même quelqu'un de bien. Ça, c'est toi-même qui dois le découvrir. Bonjour Romain, c'est Hugo. Bonjour Romain, c'est Hugo. After the fiasco of the concert and his hospitalization, Hugo shut himself in his room with Glenn Gould. He refused to play the piano. Non, pas d'oreille. Non, madame, cet enfant n'a pas d'oreille. Aucune oreille, c'est une absolue... À 23 ans, une véritable dépression, enfin, une descente aux enfers. Quand j'étais au premier étage de mon collège, il m'arrivait de me pencher un peu au-dessus de la rambarde et de me dire est-ce que je pourrais mourir si je sautais de là. Donc, oui. C'est affreux parce que je le savais pas, tout ça. Je voyais les gens pouvoir sortir ensemble, aller dans les bars, aller dans les restaurants, mais je n'ai jamais compris comment ils faisaient. C'était loin de mon monde. D'un côté, j'en rêvais.
D'un côté, j'avais pas le mode d'emploi pour le faire. Hugo was sinking fast when Dr. Germain entered his life. Dr. Francois Germain is a psychiatrist specialized in neuroscience and Asperger's. Donc, toi, ta passion, c'est le piano? Mais tu veux pas faire de la musique ton métier, c'est ça? Ben, je sais pas, le piano, ça m'obsède beaucoup trop, vous voyez. Je peux passer des heures sur le même morceau, j'oublie tout, j'oublie de manger, j'oublie ma mère. Je peux plus vivre comme ça, vous voyez. Vous savez que j'ai 22 ans et que j'ai jamais... que j'ai jamais embrassé une fille. Jamais. Vous trouvez ça normal? Excuse-moi, maman. Ma mère n'aime pas que je parle de ça, ça la rend triste. Parce qu'elle pense qu'aucune fille voudra jamais de moi. J'ai jamais dit ça, moi. Laissez-le parler, madame. Pourquoi j'aurais pas le droit d'être amoureux, docteur? Et non seulement tu as le droit, mais c'est une nécessité. On a besoin d'être amoureux. Pour se construire, pour avancer. Ah oui, j'aimerais beaucoup ça. Et puis je veux trouver un travail aussi. J'ai peur de devenir clochard, SDF, dans la rue. Je suis intelligent, je peux travailler, être utile. Bien sûr. Bah, si tu veux, on va réfléchir ensemble à une stratégie pour trouver un travail, non? En seconde, je me suis posé un tas de questions que je m'étais jamais posées auparavant. Je me suis dit, voilà, pourquoi pour les autres c'est si facile d'avoir des histoires, alors que pour moi, ça n'est jamais arrivé. J'avais déjà essayé plusieurs fois avant la seconde, mais après ça a continué, ça a échoué au lycée encore plus lamentablement qu'avant. J'ai tout retourné contre moi, de toute façon c'est ma faute, je suis un bon à rien, je n'ai rien à faire dans cette société. Voilà, ça allait jusqu'à des idées noires, bon, je vais pas détailler, mais en tout cas c'est très très difficile. Puis à côté de ça c'était la question que je me posais, mais à côté je tentais toujours ma chance, parce que ma seule obsession, en première surtout, c'était de faire comme les autres, c'est-à-dire d'avoir une histoire, quelle qu'elle soit. Et là, ça a échoué lamentablement sur absolument toutes les tentatives que j'ai faites. En première, il n'y en a pas une qui s'est bien soldée. Mais pas une. En plus, j'en ai fait pas mal, je n'ose pas vous le dire le nombre, mais c'est assez hallucinant. 50. 50 filles que j'ai essayé d'approcher, voilà. Et ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Elle est belle, hein? Son nom, c'est Dicentra Spectabilis. En anglais, ça se dit Bleeding Hearts. Ça veut dire les cœurs qui saignent. C'est moi qui les ai plantés. Normalement, elle préfère l'ombre. Là, il y a un peu trop de soleil. C'est mon chef qui a voulu que je les mette là. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Bon, bah... Salut. Bonne journée. Pour les filles, je me dis, aujourd'hui, je vais décider d'approcher cette fille. Je me récitais plusieurs fois toutes mes répliques dans ma tête, jusqu'à ce qu'elles soient impeccables, que j'ai mémorise parfaitement avant de dormir. Et ça ne collait jamais à la situation, évidemment. C'est toujours dans décalage. Et du coup, c'était mal perçu par les autres. Quand j'aborde en particulier des filles des autres classes, elles me rejettent directement parce qu'elles voient que je les regarde fixement, que je les agace, que je... En fait, je n'ai pas un comportement adapté avec elles. Et donc, ça compromet mes chances de trouver une copine. Même quand on est un garçon normal, les relations avec les filles, c'est vraiment très compliqué, quoi. Donc, je me vois pas vraiment essayer de séduire une fille en la traquant, moi. Je me vois vraiment pas faire mon beau gosse, mon frimeur ou quoi. Non, je reste moi-même et on verra. Vous l'aimez bien, ce parc? Vous y venez tous les jours, non? Oui. Oui, c'est bon pour moi de sortir de ma chambre. C'est mon médecin, le docteur François Germain, 18 rue de l'Ourmel, qui me l'a dit. Je tourne en rond dans ma chambre, vous voyez, je tourne en rond avec mon piano. Vous êtes pianiste? Oui. Enfin, j'étais. Je travaillais. Je travaillais, mais c'est très compliqué, vous savez, des fois ça me rendait fou. Surtout Chopin.
Il fallait trouver l'intensité expressive et poétique, et puis la structure aussi, la structure. Chopin, c'est pas un charmeur, non, 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 non. Une pensée architecturale, un prophète de la couleur harmonique. Baroque aussi, baroque. Je vais vous dire, c'est impossible, vous allez me dire. Mais si, si, il est plus proche des improvisations de Bach que des rythmes de Brahms, comme dans le début de la première valse sur la do. Excusez-moi, monsieur, en fait, ma pause est terminée, je dois y retourner. Oui, 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 merci infiniment, je dois y aller moi aussi. Voilà, au revoir, mademoiselle, merci. Au revoir, voilà, c'est ça, au revoir. Et je me suis dit pourquoi pas Internet. Et je me suis mis à regarder une liste de conseils de drague, comme des recettes de cuisine. Je me suis mis à appliquer à la lettre. Et puis évidemment, ça ferait encore plus que lorsque je n'avais pas lu ce genre de choses. Ils mettent toujours faut être naturel. Si on réfléchit à être naturel, on n'est pas naturel. Je ne renonce pas, je suis une grande enfant d'Allam, moi, le prince charmant avec le beau cheval blanc. Bon, d'accord. Non, mais je rigole, mais... non, mais de toute façon... faudra que je reste assez connectée, qu'il soit assez endurant pour rebrancher la prise à chaque fois que je me déconnecte. Il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré Pierre qui, comme moi, a le syndrome d'Asperger. On est tombés amoureux, on a décidé de vivre ensemble et on a eu une petite fille, Aurélie, qui a 3 mois et demi. On a la même maladie, mais elle ne s'exprime pas de la même manière. Là où j'ai des difficultés, Pierre est solide. Et là où Pierre a des difficultés, c'est moi qui suis solide. Donc quand moi je chute, c'est lui qui me relève. Quand lui il chute, c'est moi qui le relève. Je pensais que j'étais un monstre et que jamais je n'aurais d'enfant. Et que si j'avais un enfant, ce serait un monstre comme moi. C'est grâce à Pierre que mon regard sur moi-même a changé et que j'ai pu m'accepter comme femme et comme être humain et comme quelqu'un ayant de la valeur et pas comme un monstre. Et que j'ai pu me dire, finalement, j'ai pu mûrir ce projet d'avoir un enfant et à me dire que peut-être qu'on pourrait y arriver et que finalement, ça pourrait être quelque chose de beau. Tu veux pas ouvrir les coins de la chemise? Ça fait vraiment bizarre comme ça. Non, tu sais bien, j'aime pas. T'inquiète pas, maman, tout va bien se passer. Today, for the first time, Hugo has a job interview. Getting to the interview proves to be a terrible ordeal for Hugo. He doesn't see the world as we do, but rather hears street noise at peak volume and sees every detail too clearly. Nothing is filtered out. This is sensorial hyperconnectivity. Hugo is exhausted and stressed out. This sensorial overstimulation often causes him to withdraw. It's also why he can't look people in the eye. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est comme tomber dans un puits sans fond. C'est, dans la plupart des cas, c'est de l'angoisse pure. His visual sense is also a pleasure. He sees beauty in great detail. Un jour, toujours avec mon appareil photo en bandoulière, sur un mur, il y avait cette bouteille de bière. Et dedans, il y avait toute une maison avec tous ces détails. C'était la maison qui était derrière, le reflet. Mais c'était d'une telle beauté et en même temps, ça représentait vraiment ce que je vivais. C'est-à-dire vraiment le monde. Je suis dans mon bocal. Parfois, j'ai un bonheur immense en passant devant une voiture bien lavée, avec des reflets bien marqués. Je ne peux pas expliquer. Autant il y a des gens qui éprouvent un plaisir fantastique en achetant une belle paire de chaussures, autant moi la paire de chaussures. Mais le reflet, le monde qui se cache derrière, waouh! Monsieur ? Donc, vous voudriez travailler dans une bibliothèque, bien ça? Nous, les Asperger, nous avons plus de difficultés à mentir que les autres. Parfois même une impossibilité totale, puisque on est tellement rationnel et logique dans notre esprit que déjà tout ce qui est mentir, duper ou tromper, c'est presque du second degré. C'est se détourner de ce qu'est les règles. Et les règles,
Pour les personnes Asperger, c'est fondamental. Non, pas spécialement. C'est mon père et ma mère qui pensent que c'est une bonne idée parce que je veux trouver du travail et surtout gagner de l'argent pour aider ma mère. Oui, bien sûr. Gagner de l'argent. Donc, comme j'en ai parlé à votre père, je suis à la recherche de quelqu'un pour faire du classement, trier, archiver. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Ma passion dans la vie, c'est le piano. Mais j'ai renoncé à cette passion, voyez-vous? Oui, bon... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Revenons aux archives. Est-ce que c'est un travail qui vous plairait? Non, je crois pas trop que ça va me plaire, mais je veux bien essayer. Bon, au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Je suis vraiment navré, mais je dois y aller. L'exemple type d'une réplique inadaptée lors d'un entretien d'embauche, c'est par exemple de dire au patron ou au futur patron « Qu'est-ce que ça pue ici ?» Il y a une seule certitude, il ne deviendra pas votre patron. Je me souviens, j'avais fait quelque chose d'analogue avec l'un de mes psychiatres. Je lui avais dit que ça puait dans son cabinet. Et il n'avait pas dit un mot, mais à la fin, il avait augmenté mes doses de neuroleptiques. Why does Hugo act so strangely? Due to a vital part of the brain, the frontal lobes. Located on top of the brain, the frontal lobes developed last in the evolution of the species. They allowed humans to rule the world. This is where the prefrontal cortex is found, the brain's conductor. This conductor allows us to act reasonably, make decisions and choices. The prefrontal cortex lets us control our behavior by inhibiting the emotional brain. When Hugo made a mistake at the piano competition, he grew afraid, but he was unable to overcome his fear or think of something else. It was as if his brain seized up, as if the conductor was absent. Researchers talk of a profusion of neurons or inefficient links between the lobes and the brain. Je vois mon cerveau en fait comme un coffre à jouets. Toutes les idées sont là, mais elles sont en vrac. On ouvre le coffre, en fait, et on cherche une idée, mais on ne sait pas où elle est. Donc, on est obligé de tout sortir. Ce qui fait que, comme je sors toutes les idées, on va dire que toutes les idées fusent dans ma tête les unes après les autres. Elles ont leur cheminement propre. Oui, ça fait un peu comme des trains d'idées qui me traversent la tête en permanence. Et au bout d'un moment, ils finissent par être tellement nombreux, ces trains, qu'il y en a qui finissent par se percuter. Et pour moi, ça crée une sorte de flottement. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne sais plus où j'en suis. Consequently, he can't see the forest for trees. He'll tell a story in unnecessary detail without making his point, or recall a room's details but not see it as a whole. J'ai toujours eu du mal à me reconnaître dans un miroir. Personnellement, je me vois comme justement une femme puzzle, quelqu'un de fragmenté. Ma vision est fragmentée, je suis fragmentée. Mon appartement, par exemple, juste un exemple, quand je veux le ranger, mon appartement, il faut d'abord que je prenne des photos, des endroits, parce que je vois pas l'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me suivez comme ça? Je vous suis parce que je vous trouve très belle. J'aime beaucoup vous regarder. Quand je vous regarde, j'ai la tête qui tourne un peu. C'est interdit de suivre les gens comme ça. Oui, pardon, je suis très maladroit, pardon. C'est parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ma vie, c'est... Parler à une fille, c'est... Je suis autiste. Vous êtes autiste? Vous aimez la musique? Oui. Pour la musique classique, j'y connais rien. Les hommes préfèrent les blondes, mais moi pas. J'aimerais beaucoup vous inviter chez moi. J'aimerais jouer pour vous la valse opus 69 de Chopin en la bémol mineur. Non, je crois que ça va pas être possible. Je dois y aller, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais bientôt passer un grand concours de piano, je pourrais vous inviter. Enfin bientôt, enfin un jour. Je dois vraiment y aller, là. Au revoir.
Il y a des personnes qui acceptent « Ah, t'es autiste !» et puis qui commencent à parler comme si on était débiles, comme si on était vraiment... Oh là 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 là. Là, c'est peut-être l'attitude que je supporte le moins. C'était une toute petite entreprise avec simplement le père et le fils. Et je voyais qu'il était intéressé par la candidature de Joachim jusqu'au moment où j'ai dit il a un léger handicap. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce d'effarement dans le regard, et puis ça a été terminé. Ça me désespère un peu de voir tes gens aussi coincés en fait. Et moi, je sais pas handicapé. Alors, non, je pense qu'il n'a pas encore compris le mot autiste. Par contre, on lui a déjà dit qu'il était handicapé. Un petit peu. C'est les petits qui m'ont dit ça. Ouais. Et donc, j'étais pas très contente parce que moi, j'en avais pas encore parlé. Donc, j'aurais mieux aimé que ce soit moi qui lui en parle en premier. Mais... Je lui ai dit, Najib, tu sais quoi? Tu as le syndrome d'Asperger. Voilà, tu as un genre d'autisme de haut niveau. Je me souviens très bien, il a pleuré. Et... Il a pleuré. Il m'a dit, maintenant, maman, je ne suis pas comme les autres. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc on s'est regardé dans les yeux et... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tellement plaisir de t'entendre jouer. C'est beau, mon chéri. Tu sais, j'ai décidé de me réinscrire au concours de piano. J'ai une amie qui veut me voir jouer en concert. Une amie? Tu te sens bien, Hugo? L'association a permis à Valentin d'avoir une vie sociale qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, Valentin est capable de décrocher son téléphone, d'appeler des amis, on peut dire des amis maintenant, vraiment. Ça fait pas longtemps qu'on peut dire ça. Et d'organiser des choses avec eux. Même si je reste pas un grand fan du téléphone et de l'organisation, je suis particulièrement mauvais. Oui, mais pour les rencontrer, tu es capable de le faire. Ça veut dire qu'il y a un certain plaisir. C'est pas moi qui décide de lieu, ni c'est jamais moi. Ça fait rien. On a tous du mal à décider, on se retrouve là en ville, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait rien, on était ça trois fait et là on rien. s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez du plaisir à vous retrouver, vous êtes capable, toi comme les autres. Les autres, ils ont le syndrome d'Asperger aussi, ça veut dire qu'eux sont capables aussi maintenant de décrocher leur téléphone, vous en êtes tous capables, et de vous donner des rendez-vous, de vous fixer des choses. Ça fait quelques années que je vais au café Asperger. Là, je me suis fait des amis. Asperger. Il n'y avait pas d'amis intimes, tu sais, pas d'amis. Son seul amour, c'était la musique. Et le piano de Glenn Gould, c'était un Steinway CD 318, il est au musée d'Ottawa. Il a arrêté sa carrière à l'âge de 32 ans, le sommet de sa gloire. Je me sens très proche de lui, tu sais, quand je le vois jouer dans les films, ce que je vois, c'est un homme qui fait l'amour à la musique. J'espère que je te choque pas. Non, non, pas du tout. All autists seek refuge in an obsession, which doctors call their specific interest. Talking about music gives Hugo great joy. Classical music is his ordered, predictable world. A world he knows perfectly, unlike the real world, synonymous with chaos and permanent change. In order to participate in the international contest, Hugo must make an appointment for an interview. Je dois aller à un rendez-vous, je me fais un film avant. Hein. Le problème, c'est que, personnellement, j'étais la reine des scénarios catastrophes, effectivement. Hugo, c'est ridicule, ouvre la porte. Oh, Hugo, je te fais une proposition.
Je prends une chaise et tu me joues ton prélude à travers la porte. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non. Non, si je sais que vous écoutez, ça marchera pas. Ça marchera pas, je pourrai pas jouer. Je suis sûre que ça va très bien se passer, ton concours. Tu vas y arriver super bien. Je vais te donner le nom d'une tisane qui marche toujours pour moi. J'en prends quand j'ai un concert et je dors comme un bébé. Merci. Je sais pas, je te remercie. Je dois absolument y aller. Je suis vraiment navré, mais je dois absolument y aller. Tu veux pas nous jouer un morceau avant de partir, Hugo? Pour me faire plaisir, tu m'avais promis la dernière fois. Ça va? Je lui ai demandé de jouer quelque chose, mais il a pas voulu. Il faut excuser Hugo, il n'arrive plus à jouer en public. Même sa prof de piano, elle n'a plus le droit de l'entendre jouer. What just happened is a small miracle. A miracle created by Capucine's kind empathy. It's the miracle of oxytocin. Made by the brain, oxytocin is the love hormone. Love between a mother and her newborn child, or that of lovers. By showing her friendship for Hugo, by touching him affectionately, Capucine caused oxytocin production in Hugo's brain. Oxytocin calms the emotional brain. For the first time in months, Hugo tamed his fear. Like all autists, he doesn't produce enough oxytocin. Studies show that boosting oxytocin improves the social behavior of autists. Eye contact is possible. A new world opens up. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui me manque. Parfois, je disais, j'aimerais bien avoir la clé de l'armoire au sentiment. Je vois bien que les gens ressentent plus de choses que moi. Non, je fonctionne d'une autre manière. J'aime pas le voir danser. Parce qu'il danse tout seul, il danse pas avec les autres. Il danse, mais il est dans sa bulle, il danse, mais il est pas avec les autres. Je me suis rendu compte, très jeune, que j'avais cette impression d'être séparée des autres par une espèce de mur de verre, une espèce de champ, un champ de force, si on veut. Et je pourrais même le mesurer, ça dépend des jours. Je sais, par exemple, ça peut être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. C'est quelque chose de très pénible à supporter. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire, mon concours de piano, c'est demain à 10h du matin. Vous voulez venir? C'est très gentil, mais je travaille à cette heure-là. Bonne chance. Je voulais vous dire aussi que je vous aime et que j'aimerais vivre avec vous. Après le concours de piano, j'envisage de prendre mon appartement. Petit au début, oui, petit, mais voilà, je voulais vous dire ça. Je suis désolée, mais... Je suis pas amoureuse de vous, moi. J'ai déjà un fiancé. C'est parce que je suis bizarre? Non, pas du tout. Mais enfin voilà, c'est ce que je vous ai dit, je suis pas libre. Au revoir. Puis merde pour votre concours, je suis sûre que vous allez réussir. Au revoir. Navré de vous avoir importuné. Navré. Par rapport à la profession, je suis pas inquiète. C'est par rapport à la vie sociale que je m'inquiète. Où là, j'ai des raisons de m'inquiéter. Parce que pour l'instant, sa vie sociale, elle est... il y en a pas. Il est jamais invité aux anniversaires. J'espère qu'il passera pas sa vie tout seul, quoi, voilà. Parce que je connais plein d'Asperger avec à l'âge adulte qui ont quand même pas de vie de famille et pas de femme, pas d'enfants, voilà, qui sont quand même isolés et qui souffrent de ça. Donc c'est surtout ça que j'espère pour les enfants et pour Paul. C'est vrai que l'avenir, ça me fait souvent peur. Que souvent j'appréhende,
C'est trop d'angoisse, l'avenir. On n'arrive pas à imaginer comment va être son avenir. Le travail, la petite copine, la vie tout simplement, l'autonomie, la vie avec les autres. Ça nous fait peur. Ça va être les Ça, dernières... on se le dit tous les jours. Et ça va être les dernières années que je vis avec mes parents. Parce qu'il faut bien que je sois autonome et indépendant. Oui, mademoiselle, le nom est Tilly, Hugo Tilly. Mais non, je vous assure, il sortirait jamais seul le soir. Il est minuit. 22 ans. Oui, mais mon fils, il est un peu spécial. Il n'a pas de petite copine, mademoiselle. J'aime tellement les yeux bleus de Pierre qui sont bleus avec une étoile dorée au milieu que quand on s'est fiancés, je lui ai demandé de trouver une bague qui avait la même couleur que ses yeux. On plaisante aussi de son état, Maxime. C'est quelque chose qui est naturel à la maison. Alors peut-être ça peut choquer, parce que bon, des fois ça arrive qu'on plaisante. Comment oses-tu n'avoir pas honte de toi-même? C'est pas dramatique, hein. C'est comme ça, quoi. Comme je dis, voilà, il n'est pas sur un lit d'hôpital, bronché, en fin de vie. C'est pas grave. Hein? Ah ouais. Les moments de plaisir qui deviennent très rares à cause de ma charge de travail, mais c'est de pouvoir aller le soir en bibliothèque. Pourquoi le soir? Parce que c'est le moment le plus calme. Et si je permets un peu de militantisme politique, je suis pour l'ouverture très longue des bibliothèques le soir et même la nuit. Et ça, je trouve que c'est quand même un fantasme quasiment absolu, j'allais dire. Mon rêve, c'est d'ouvrir un magasin de jeux vidéo. Moi, je serai le patron, on m'engagerait quelqu'un qui fera la caisse. Moi, je serai aussi conseiller. Je rêve d'avoir un étage dans mon magasin aussi. Pour les jeux d'occasion, je les mettrai en haut et je mettrai une super vitrine. Prenons le cas de certains autistes qui maintenant sont considérés comme ayant réussi, professeurs d'université, prix Nobel et je ne sais pas quoi. Très souvent, dans leur enfance, on disait d'eux qu'ils étaient complètement débiles et déficients mentaux et tout ce que vous voulez. On a tous la fameuse phrase du prof d'Einstein en tête. De cet enfant, jamais rien de bon ne surgira ou quelque chose comme ça. Donc, bon... Là! Qu'est-ce qui s'est passé, Hugo? Ça va, mon canard, t'es tout pâle.